quand M. Zanetti m'a appelé il y a une semaine, il m'a demandé de parler de voies d'accession à la souveraineté. Donc moi, je vais parler de manière très, très brève sur cette question-là, parce que c'est la question peut-être la plus intéressante en ce moment, avec le mouvement souverainiste. Donc, à mon avis, il y a 3 voies d'accession à la souveraineté. Si on regarde les graphiques que j'ai montrés tantôt, la voie armée, qui est aperçue comme pas légitime aujourd'hui, à mon avis, de manière correcte. La voie armée, ça ne marche pas aujourd'hui, pour plein de raisons, aussi pour des raisons morales. Mais, en même temps, il faut toujours penser que l'indépendance de plein de pays est arrivée après une guerre, après faire une guerre d'indépendance. J'ai pensé à l'Algérie, c'est plein de cas qui ont fait l'indépendance après une guerre. Est-ce que ça c'est correct aujourd'hui dans une démocratie libérale, etc. À mon avis, c'est hors question. Deuxième point, dissolution. Vous voyez une photo de la chute du monde de Gotland, la dissolution des empires, la dissolution des États, a créé de nouveaux États. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans cet moment historique? Discuter, à mon avis, non. Donc, la dissolution, c'est pas une voie. Troisième voie, la voie démocratique. On est dans la voie démocratique, on doit encadrer les stratégies dans cette voie démocratique. C'est tout à fait une évidence. Dans la voie démocratique, on pourrait en discuter, mais au niveau international, la voie la plus qui est aperçue comme la plus légitime, c'est la voie référendaire. C'est-à-dire qu'il faut faire un référendum d'indépendance. En fait, en Catalogne, on était tellement convaincus de ça qu'on a passé les dernières années à essayer de faire l'indépendance à travers de la voie référendaire. On n'a pas réussi, mais on a essayé de faire ça. Et l'inspiration des Catalans pour faire ça était quoi? Était quelle référence? La voie québécoise était aperçue comme la voie la plus légitime, la manière de faire. Sauf que si on regarde cet tableau-là que j'ai pris de le politologue M. Laponce, 2010, vous pouvez voir que les résultats de référendum d'indépendance ne sont pas toujours très, on dirait, très encourageants pour les souverainistes dans des démocraties libérales. Pour plein de raisons, la voie référendaire demeure une voie compliquée et parfois on n'a pas le moyen de contrôler cette voie. C'est-à-dire, c'est aperçu comme la plus légitime, autant que sur les centralistes, c'est l'unité qui gagne. Quand c'est l'indépendance qui gagne, ça ne marche pas. On voit plein de cas. Les cas du Québec, je l'ai souligné, il faut y ajouter les Écossais. Ce n'est pas actualisé, cette cas. On a plein de cas où, même s'ils ont voté oui à l'indépendance, ils n'ont pas arrivé à faire souveraineté, ou ils y ont arrivé beaucoup plus tard. Donc, ce n'est pas exactement une voie automatique d'accession à l'indépendance. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la majorité des référendums qui ont mené à l'indépendance ont été faits dans des contextes soit de dissolution, soit de décolonisation. Il y a très peu de cas de référendums d'indépendance dans des démocraties libérales. Donc, on ne peut pas faire une norme générale pour des référendums en démocratie libérale. On peut faire une norme générale dans des cas de décolonisation ou cas de dissolution. Dans ces cas-là, oui, c'est clair. Ils ont obtenu l'indépendance, puis la communauté internationale a obligé à faire un référendum pour légitimer ce nouveau État. Troisième chose, on parle de référendum d'indépendance, mais en fait, si on regarde les questions, je n'ai pas posé des questions ici parce que ça serait trop long, mais si on regarde les questions, il y a eu plein de questions vraiment compliquées. Il y a des pays qui ont voté sur des questions hyper longues, Québec 80. Il y a des pays qui ont voté sur une entente constitutionnelle, par exemple Malta. Il y a eu quelques pays qui ont voté en négatif, c'est-à-dire qu'on ne veut plus faire partie de cette métropole.
Donc, on veut faire un processus constituant, etc., etc. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que la question, par exemple, écossaise, indépendance, oui, non. Si on regarde l'histoire, c'est pas exactement comme ça. Mais il y a plus que ça. Si on regarde le cas de référendum dans des contextes démocratiques, c'est-à-dire dans des démocraties ça fait longtemps qu'ils sont des démocraties, qui ont organisé, il y a des minorités qui ont organisé l'indépendance, on voit que le référendum, ce n'est pas toujours la voie gagnante. Vous connaissez bien le cas québécois, mais il faut y ajouter les cas écossais, il faut y ajouter Puerto Rico. Peut-être qu'on pourrait ajouter Nevis dans le contexte de sa fédération avec l'île de Saint-Christopher. Bon, il y a plein de cas où le référendum ne marche pas. À cet tableau-là, je n'ai pas ajouté la Catalogne parce qu'on a essayé de faire un référendum, mais on n'a pas réussi à faire un référendum officiel parce que le gouvernement espagnol empêche les Catalans de voter sur l'indépendance de manière officielle. Bon, en tout cas, ça que je vais dire, ce n'est pas contre la voie référendaire. Je vais juste dire que la voie référendaire, il faut la prendre avec précaution. Il faut comprendre, c'est pas assez clair, voter oui, non à l'indépendance. Il y a plein de contextes qui jouent la débat. Bon. Oui, la petite étoile de Saint-Kitts-et-Nevis, c'est parce qu'ils ont été sages. Et dans la Constitution fédérale, il faut obtenir 2 tiers pour l'indépendance. Si on n'a pas 2 tiers pour l'indépendance, ça ne marche pas. Donc, vous pouvez voir que les citoyens de l'île de Nevis ne sont pas très contents. La Constitution. C'est la réalité. Ah, c'est ça la majorité. On continue avec, si on n'a pas la voie référendaire classique, pour plein de raisons, on peut se poser la raison après, on peut y penser, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il faut toujours avoir dans la tête un fil de route qu'on peut discuter, on peut en parler, une fil de route qui mène à l'indépendance d'une manière démocratique, d'une manière légitime, d'une manière qu'on peut la présenter au monde, d'une manière qu'on peut faire l'indépendance. Ici, j'ai copié une expression, je n'ai pas osé mettre l'auteur parce que c'est ma grand-mère. C'est une expression catalane qu'on dit depuis toute la vie. Tête froide, corps chaud, main fermée, pied en terre. Ça veut dire qu'il faut faire la file de route avec l'espoir, mais avec le pied à terre. C'est-à-dire, il faut prendre la réalité dans le pied. Bon. C'est ça qu'on a fait en Catalogne après l'expérience de la dernière législature. De 2012 à 2015, le parti politique catalan qui était pour la souveraineté, on essayait de faire un référendum d'indépendance, un référendum sur la question de l'indépendance, à plusieurs reprises en fait. Ça, c'est pas très connu, mais si on étudie le droit d'accession à la souveraineté, les dernières 3-4 années, on a essayé au moins 3 en Catalogne. Première voie frustrée, la voie écossaise. Une délégation de parlementaires catalans avec l'appui majoritaire, avec une majorité qualifiée au Parlement catalan. Une délégation de députés catalans ont été envoyés au Parlement espagnol pour présenter une proposition de référendum en Catalogne. Et la voie légale pour faire ce référendum était, écoutez, on a le droit de faire un transfert de compétences dans les cadres juridiques catalans, c'est-à-dire vers le statut d'autonomie catalane, pour faire voter les Catalans sur la question. Cette proposition parlementaire a été rejetée par 299 députés espagnols sur 350. C'est-à-dire 90% des députés espagnols, tous les députés espagnols du parti politique espagnol, le parti socialiste, les conservateurs, etc., ont rejeté cette loi. Bon, les Catalans se sont dit, c'est pas grave, on peut toujours faire une consultation sur l'avenir de la Catalogne. Dans la loi catalane,
sur les consultations populaires dans notre travail. C'est toujours fait. Le Parlement catalan a passé la loi, a approuvé la loi catalane référendaire, mais cette loi a été, d'une manière hyper rapide, dénoncée, a été portée à la Cour constitutionnelle, et la majorité des juges conservateurs de la Cour constitutionnelle ont déclaré cette loi hors la Constitution, c'est-à-dire contre la Constitution, qui ont déclaré la nullité, c'est-à-dire cette loi demeurait illégale. Après ça, les partis politiques catalans se sont dit bon, il faut essayer une autre manière de faire ça. Troisième façon de faire ça, ça a été l'année dernière, en fait, en 2014, processus de participation citoyenne. On va faire aucune loi, ça c'est déjà mal parti. Faire aucune loi sur la question, c'est hors les cadres juridiques. Mais le gouvernement, avec l'appui de la société civile, avec l'appui très important dans tous ces processus, l'appui de l'Assemblée nationale catalane, qui n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale du Québec, c'est une association de la société civile, c'est une association de citoyens. Avec les citoyens catalans, on va organiser un processus de participation citoyenne. Sauf que, petit problème, on organise le processus, c'est pas grave, mais ce n'est pas un référendum officiel. Il demeure comme une espèce de consultation organisée par la société civile. En plus, les autorités espagnoles ont menacé le président catalan de le poursuivre à cause de ça, et c'est ça qu'ils ont fait après faire le processus de participation. Donc le processus de participation a été fait, sauf qu'il n'y avait pas de campagne politique pour le nom, il n'y avait pas de campagne, ce n'était pas un référendum. Il y a eu plus de 2 millions de Catalans qui ont participé à ce processus, mais c'est un processus hors la loi, donc pas valide du point de vue juridique et du point de vue politique. Le président catalan et 3 membres du gouvernement catalan sont en train d'être jugés avec des peines des amendes, des peines de prison pour avoir organisé cette consultation. Bon. Quatrième voie, quand même. Quatrième voie, élection plébiscitaire. Selon le statut d'autonomie catalane, la Catalogne a le droit d'organiser, de déclencher les élections. Donc, ça, c'est la compétence catalane. On peut faire des élections régionales catalanes. Puis, on peut nommer les élections d'une manière politique, pas d'une manière légale. On peut nommer les élections comme les élections plébiscitaires. Donc, c'est ça qui a été fait. Puis, avec l'aide de cette association de la société civile, Assemblée nationale catalane, et avec l'aide d'Òmnium Cultural, une autre association de la société civile, les 2 partis souverainistes majoritaires catalans se sont mis d'accord pour faire une plateforme souverainiste qui s'appelle Ensemble pour le oui, Junts pel Sí, c'est-à-dire une coalition électorale pour obtenir la majorité la plus forte possible dans le Parlement pour déclencher le processus pour la suite. Bon. Le résultat des élections. Le résultat des élections a été une majorité claire au Parlement de cette coalition souverainiste, Ensemble pour le oui, avec 72 députés sur 135, mais ils n'ont pas eu une majorité en voix. Ils n'ont pas eu une majorité. C'est-à-dire, la coalition Ensemble pour le oui a eu 62 députés. Si on y ajoute les souverainistes d'extrême gauche de la Cour, ils ont obtenu 10 députés, c'est-à-dire 72 députés souverainistes au Parlement catalan, avec un 48% de vote. Les souverainistes ont jugé qu'on a une majorité suffisante au Parlement pour déclencher le processus. Puis, depuis janvier 2016, la feuille de route catalane a commencé à s'exécuter. C'est-à-dire c'est parti, ça commence à être mis en œuvre. C'est lequel le fil de route catalane que j'imagine que vous connaissez bien. Ça a commencé, la fil de route catalane déclare une période, une première étape de la déclaration d'indépendance jusqu'à la proclamation d'indépendance. Ça c'est 18 mois qui ont déjà commencé à compter. 18 mois pour faire l'indépendance.
qu'est-ce que le gouvernement catalan veut faire dans ces 18 mois? Une déclaration solennelle du début du processus d'indépendance. Ça a été déjà voté au Parlement catalan en novembre, le 9 novembre 2015. Deuxièmement, une commission constitutionnelle parlementaire pour faire une constitution catalane. Ça a été créé cette semaine au Parlement catalan. Cette commission constitutionnelle va faire des propositions d'une nouvelle constitution pour la Catalogne avec l'aide de la société civile catalane. Troisième étape, troisième pas, 3 lois. La loi du processus constituant, la loi des impôts et la loi de sécurité sociale. Et quatrièmement, au 18e mois, la proclamation d'indépendance. La proclamation d'indépendance avec une loi de transitoriété juridique de l'écart juridique espagnol vers l'écart juridique catalan. Est-ce que le processus va finir ici? Non, pas du tout. Pas du tout. Même si on fait la loi de transitoriété juridique, il y a un moment de transition juridique. C'est-à-dire c'est un moment où le gouvernement catalan pense que ça va être compliqué de faire cette transition. Et en plus, on a besoin de la nouvelle constitution catalane pour commencer à fonctionner. Donc, deuxième étape, nouvelles élections, mais cette fois-ci, nouvelles élections constituantes pour rédiger finalement et approuver la constitution catalane. C'est-à-dire, le processus constituant qu'on aura fait les premiers 18 mois va être exécuté, va être mis en place au Parlement, va être discuté au Parlement par les partis politiques après les élections constituantes. La constitution catalane sera rédigée et finalement, il y aura un référendum de ratification constitutionnelle. Il y aura un référendum de ratification constitutionnelle. Dans ce référendum-là, on va voter sur la constitution catalane, mais dans la question du référendum, on va dire d'une façon explicite, c'est la constitution de la République catalane indépendante. C'est-à-dire, on va voter en même temps pour la constitution et pour l'indépendance. Ça, c'est une manière de légitimer le processus avec un référendum démocratique, avec un référendum avec une garantie démocratique. Et deuxièmement, c'est une manière de marquer le plus de gens possible dans un projet de République catalane qui peut attirer les appuis de la citoyenneté. C'est-à-dire, ça qu'on veut faire, c'est un projet de société, c'est un projet d'un nouveau État catalan qui doit être différent de l'État espagnol. Il doit être différent par rapport à quoi? Par rapport à la justice sociale, par rapport à l'efficience de l'administration, par rapport à la représentativité du politicien, par rapport à la corruption. C'est-à-dire, on veut faire un nouveau État pour améliorer. Ce n'est pas juste faire l'indépendance, c'est ça le concept du mouvement souverainiste en ce moment-là. Ce n'est pas juste faire l'indépendance pour faire l'indépendance. C'est faire l'indépendance parce qu'on a un projet. Donc la manière de mettre ça dedans le processus, c'est faire ce processus constituant dedans la culture. Troisième étape, en mars 2018, on aurait une république catalane et on pourrait finir de négocier les affaires qu'on doit négocier avec le gouvernement espagnol, des affaires qui restent. C'était bien reçu par la population le fait de mettre comme condition que c'est une république, que c'est une condition de république catalane. Oui, oui, je vais finir bientôt et on va poser des questions après. Mais oui, c'est tout à fait une question, c'est une question majoritaire parmi le mouvement souverainiste catalan qu'il faut faire rédiger une constitution. Et en fait, c'est une demande qui vient de la société civile catalane. Ça a été la société civile catalane qui a poussé les dernières années le processus d'indépendance. Pas du tout été le parti politique. Je vois ici quelques membres de Oui Québec, par exemple. Donc c'est ce type d'associations qui ont poussé pour ces processus constituants plutôt que les partis politiques. Les partis politiques se sont embarqués après ces processus. On peut en parler tout de suite. Bon, là vous connaissez bien la fédéralité catalane. On peut la comparer d'une manière très rapide
à deux autres feuilles de route que vous connaissez aussi assez bien. La feuille de route québécoise en 95, peut-être que vous pouvez me corriger là-dedans, et la feuille de route écossaise. Sont les différences que je vois, à mon avis, que je vois, les différences les plus importantes que je vois par rapport à ces trois processus qu'on peut analyser d'une manière, du point de vue de la science politique. Première chose, l'État qu'on appartient, l'État canadien, le Royaume-Uni, la monarchie espagnole. En Catalogne, faire le référendum, c'est interdit. Donc, la feuille de route que j'ai présentée tantôt, on devra, à un moment donné, on devra décider si on fait un référendum de ratification unilatérale ou si on essaye de négocier ça avec le gouvernement de Madrid. Ça, c'est la première chose. Au Québec, on a le droit de faire un référendum. Même dans le cadre de la loi de la clarté, vous avez encore, à mon avis, vous avez encore le droit de faire un référendum. Troisième cas, l'Écosse, c'est un processus complètement accordé. C'est-à-dire la feuille de route écossaise a été finalement complètement accordée avec le gouvernement de Londres. Même si ils ont dû le changer, mais après l'hypothèse du oui au référendum était accordée les étapes de négociation à peu près de bonne foi. Deuxième différence que je vois très claire, j'ai découvert par exemple qu'au Québec, si on comptait les députés du Parti québécois, et on comptait aussi les députés à Mario Dumont d'Action démocratique du Québec, à l'époque, dans l'entente de juin 1995, bon, cette entente avait une appui majoritaire du peuple québécois en termes de voix, c'est-à-dire l'appui électoral avait été majoritaire à ces deux partis-là, au Parlement, en député, mais aussi en voix. Moi, je trouve ça important du point de vue catalan, parce que les Catalans se sont posé la question, si on n'a pas une majorité en voix dans les dernières élections plébiscitaires, on n'a pas eu une majorité, est-ce que c'est légitime, ça? Donc, les débats qu'on se pose aujourd'hui en Catalogne, c'est si on doit embarquer des autres partis politiques dans le processus constituant. C'est ça qu'on est en train de faire, par exemple, avec le nouveau parti Podemos, qui se sont mis d'accord pour entrer dans la commission constitutionnelle parlementaire, et ils sont presque d'accord à participer de ce processus constituant en Catalogne, même s'ils ne sont pas d'accord à faire l'indépendance. Peut-être la plupart de ces membres ne sont pas d'accord à faire l'indépendance. Mais au moins, ils se sont mis d'accord sur le processus constituant pour les faire plus légitimes, pour gagner en légitimité. Donc ça, c'est une histoire que je trouve importante. Puis je pense que Parizeau à l'époque, il a aussi changé la feuille de route. Quand il a été élu, il a cherché les appuis d'Action démocratique du Québec pour élargir cet appui à la feuille de route au référendum qu'il avait prévu entre 8 et 12 mois après les élections de 1994. Une autre question. Quand Parizeau, à l'époque, il a fait l'entente avec Action démocratique du Québec, ils ont mis à côté les processus constituants. Là, peut-être que je me trompe, mais dans le programme politique, il y avait l'idée de faire une constitution pour le Québec, une constitution québécoise. Mais ils ont laissé tomber cette idée, pour faire le référendum. Moi, je trouve ça, là, je reste très prudent, mais je trouve ça une erreur. Il faut faire un processus constituant pour embarquer le peuple, pour embarquer les citoyens dedans les projets de la République, dedans les projets du pays. Ça, c'est une autre question. Et une question finale que j'imagine que vous attendez. Aller vers la voie référendaire sans avoir les outils, sans avoir la capacité de gagner la campagne politique, sans avoir l'argent, sans avoir la capacité de gagner pour le oui, ça peut être suicide. Et vous connaissez bien cette histoire. Mais par contre, on peut aussi utiliser une
une défaite dans un référendum, pour relancer le mouvement. C'est ça qu'ils sont en train de faire, les Écossais. Donc les Écossais, ils s'attendaient beaucoup moins de voix pour le oui. Ils ont obtenu 45%. Donc là, ils sont en train de relancer sa démarche vers la souveraineté avec cet appui. Bon, je vais finir avec ça, mais j'attends vos questions, j'attends commentaires, critiques. Merci beaucoup.